Bonjour, bonsoir à vous tous et bienvenue dans Un œil sur l'actualité, nouveau numéro cette semaine. Nous allons nous pencher sur quelques affaires qui font la une de l'actualité au cours de cette semaine. Il s'agit notamment de l'affaire de carburant toxique, une affaire révélée dans un rapport de l'ONG suisse Public Eye. Nous verrons de quoi il s'agit. Est-ce que les populations togolaises sont réellement à l'abri de cela? Nous saurons ce qu'il en retourne. Nous parlerons également dans cette émission de l'augmentation des frais de passage au poste de péage. C'est une décision du gouvernement, on peut le dire ainsi, qui est sortie le 15 septembre. Qu'est-ce qui justifie cette décision dans un contexte où l'affaire de gestion des fonds de l'ancien fer fait encore grand bruit au Togo? Est-ce que cela se révèle opportun? Nous évoquerons également les comptes de la CAN 2013 dans la perspective de la participation des éperviers du Togo pour la prochaine CAN Gabon 2017. On va certainement demander aux populations des efforts de guerre. Est-ce que sans avoir fait les comptes de la CAN 2013, les populations seront promptes à cela? Et puis, en seconde partie d'émission, nous serons rejoints par un autre invité pour évoquer la question de l'éveil de la conscience civique chez les consommateurs togolais. Comment inciter en eux cet éveil-là? Mais en première partie d'émission, je reçois le président de la Ligue des consommateurs du Togo, Emmanuel Sogadi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous. Alors, je viens de l'évoquer, puisqu'on a lu sur les réseaux sociaux le communiqué rendu, publié par la Ligue des consommateurs du Togo. Cette affaire de carburant toxique, on va comprendre un peu de quoi il s'agit dans ce reportage. Les négociants suisses inondent l'Afrique de carburant toxique. C'est la conclusion du rapport Dirty Diesel, publié par l'ONG Public Eye. Les sociétés suisses produisent en Europe des carburants qui ne pourraient jamais y être vendus pour réaliser des profits au détriment de la santé de la population africaine. En cause, une trop forte teneur en soufre, jusqu'à 378 fois supérieure à celle autorisée en Europe. D'autres éléments sont aussi présents dans ces carburants, du benzène par exemple, qui lui est carrément interdit sur le vieux continent. Cynique, l'industrie pétrolière appelle cette production la qualité africaine. Public Eye évoque dans son rapport 8 pays où cette essence est vendue: l'Angola, le Bénin, le Congo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et la Zambie. Et l'association vise 3 sociétés helvétiques, Vitol, Trafigura et Adax et Oryx, qui elles se défendent de profiter de la faiblesse des normes africaines. Le rapport de Public Eye est erroné et donne de fausses informations. En Afrique, les gouvernements contrôlent et réglementent les importations de carburant et ce sont les seuls habilités à déterminer les normes. En 2030, la pollution de l'air liée au trafic routier devrait causer 3 fois plus de décès prématurés en Afrique que dans toute l'Europe, les États-Unis et le Japon réunis. Alors voilà de quoi il s'agit dans ce rapport, cette affaire de carburant toxique. Si vous prenez le journal L'Alternative de cette semaine, il est revenu en long et en large. Nous lirons quelques extraits de ce journal au cours de cette émission. Emmanuel Sogadi, alors comprendre cette affaire de carburant toxique, de quoi s'agit-il? Oui, comme nous venons de le voir déjà tout à l'heure dans l'élément qui vient de passer, je crois que les téléspectateurs auront bel et bien déjà apprécié l'information qui est déjà passée. Mais je voudrais dire à ce que vos collègues de France 24 ont fait comme reportage, que c'est un rapport qui sort à l'issue d'une étude d'une ONG suisse qui est appelée Public Eye. Donc cette ONG est une ONG qui est créée en Suisse et qui est là spécialement pour faire des études et dénoncer ce que les entreprises suisses font à l'extérieur et même à l'intérieur aussi dans leur propre pays, si elles font des choses qui ne sont pas dans les normes. Et cette ONG est là spécifiquement pour dénoncer. Et je crois que c'est une œuvre humanitaire salutaire que des gens font contre les entreprises qui sont de leur nationalité et pour dire qu'ils protègent les autres populations des autres pays ou bien autres parties du reste du monde entier. Et donc, sur la base de l'étude que cette ONG a menée, on a constaté que plus de
plus de, je vais l'estimer, plus de 400%, c'est-à-dire la norme admise dépasse énormément, et ce qui fait que ça doit inquiéter, ça inquiète cette ONG, et elle a rendu public les résultats du rapport. Et nous, en tant qu'association de consommateurs qui menons une lutte de veille et de conscientisation des concitoyens, des Togolais, des consommateurs que nous défendons, nous avons l'obligation de nous baser sur un rapport qu'un partenaire de cette taille-là est élaboré et qu'il a rendu public. Donc ce qui fait que nous, en prenant le rapport, nous avons eu le rapport et nous sommes dit il faut que nous puissions interpeller les autorités pour qu'elles puissent situer les Togolais sur cette situation. Tout à l'heure, c'est vrai que dans le reportage, il disait que c'est 8 pays et qu'il y a le Togo, il y a le Bénin, la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui sont énormément et qui sont spécialement cités dans cette étude. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin ne peut pas accueillir un produit de mauvaise qualité qui va atterrir sur le sol béninois et que ça ne vienne pas sur le territoire togolais. Donc le Bénin et le Togo étant en termes de pays des frères, donc de longue date, c'est dans l'histoire, et je ne pense pas qu'avec nos frontières que nous connaissons très bien, il y a ces produits qui viennent. Et aussi, dans le rapport, il a été dit que le mélange qui s'est fait sur la côte de Lomé, dans la Golfe de Guinée, c'est Suisse au niveau du Togo que la plupart des mélanges se font. Oui, parce que là, il est écrit, parfois les mélanges toxiques s'effectuent en mer à quelques miles des côtes de Gibraltar ou de Lomé au Togo. Au Togo. Donc, ça veut dire que nous sommes aussi concernés. Et c'est les gens qui se posent la question de savoir est-ce qu'il y a frelaté aussi en station. En station, bon. Jusqu'à présent, on ne sait pas, mais voici une étude qui nous donne des indices. En tout cas, on va revenir sur ça. Si nous avons choisi de nous intéresser à ce sujet dans cette émission, c'est parce que c'est une question de santé publique. Et j'ai devant moi une sorte d'analyse là qui dit jeudi 15 septembre, le rapport de l'ONG suisse Public Eye mettait en lumière la piètre qualité des carburants disponibles en Afrique et les pratiques peu scrupuleuses des négociants suisses en matière première. Il ressort que les 40 échantillons de carburant prélevés par les auteurs du rapport dans les 8 pays d'Afrique étudiés, aucun ne pourrait être commercialisé en Europe car ces carburants ont des teneurs en soufre entre 200 et 1000 fois supérieures aux normes européennes, avec des conséquences désastreuses sur la qualité de l'air, donc la santé publique. Et puis, quand on étudie en fond ce rapport, on voit qu'il y a certaines stations qui sont desservies, notamment on parle quelque part de la station Shell. Et Shell, tout le monde sait que Shell se trouve au Togo. Alors, aujourd'hui, comment on peut comprendre cela? Est-ce que quand nous emmenons nos véhicules, nous voulons échapper au carburant du bord de route qu'on appelle Boudet et qu'on va à la station, on est en danger? Oui, c'est ça notre inquiétude, parce que ce rapport, en toute franchise, des gens ne peuvent pas se lever, dire qu'ils ont fait une étude et rendu public un rapport sur des sociétés qui sont de leur propre pays, pour qu'on puisse dire... c'est une ONG suisse, et ce sont des sociétés suisses qui sont incriminées. Et pour qu'on puisse dire que ce n'est pas une bonne analyse, que l'analyse elle est erronée. Je ne crois pas que cette analyse de cette étude elle serait erronée. Mais la question que vous venez de poser, c'est que nous devons nous inquiéter, parce que c'est pourquoi nous, la Ligue, on est en train de demander aux autorités qui ont la charge du secteur pétrolier au Togo de nous dire. Parce que dans toutes nos luttes, nous avons l'habitude de dire, nous ne savons pas d'où vous achetez vos produits pétroliers. Et nous ne savons pas comment ça se fait. Est-ce que les produits sont directement raffinés avant que vous ne nous servez à la pompe, ou bien vous les achetez avant de les raffiner. Donc, jusqu'à présent, il y a une opacité totale qui entoure ce secteur pétrolier au Togo. Donc, ce rapport doit nous amener en tant qu'acteurs de la société civile et non pas la Ligue des consommateurs du Togo seul. C'est pourquoi je vous remercie en tant que télévision partenaire qui nous avait invités à débattre sur cette thématique-là. Et en le faisant, c'est que des gens doivent se mobiliser en tant qu'organisation de la société civile pour demander à l'autorité de nous situer du moins sur la situation.
chers aux autorités, est-ce que vous achetez, est-ce qu'il arrive que, que ces traders-là vous livrent du carburant? Si ce sont ces traders qui livrent du carburant dans nos côtes et pour qu'on puisse nous les servir dans les stations, oui, ça fait autre chose. Mais aussi la question de savoir si Shell, comme on l'a cité énormément dans le rapport, serait en train de nous servir de la même qualité qu'on a cité dans l'étude. Je pourrais faire des réserves parce que il était arrivé à certains moments où les sociétés pétrolières ne font plus la commande. Donc l'État a récupéré la commande des produits pétroliers et c'est l'État qui vient. C'est pourquoi on a quelque chose qu'on appelle comité de suivi de fluctuation des produits pétroliers au Togo. Donc ce comité qui est géré d'une manière entre griffes et opaque. Là, on ne sait pas qui sont membres de ce comité. C'est vrai que la presse, les radios en parlent. Nous-mêmes qui sommes des acteurs du secteur et de la lutte consumériste, nous ne savons même pas qui sont ceux qui sont membres de ce comité de suivi. Et donc, c'est juste pour vous dire que les autorités, le ministre des Mines et de l'Énergie, le ministre du Commerce et le comité de suivi de fluctuation des produits pétroliers, et en particulier et en général le gouvernement de notre pays doit nous interpeller. Nous aussi, on est allé un peu plus loin en interpellant la CEDEAO, parce qu'on a cité plusieurs pays. On parle de Golfe de Guinée. Il ne peut pas avoir Golfe de Guinée sans le Togo. Il ne peut pas avoir qu'on appelle CEDEAO, bien UEMOA sans le Togo. S'il y a un problème en Côte d'Ivoire, un problème au Bénin en termes de dégradation de l'environnement et de la pollution de l'air que nous respirons un peu partout, ça veut dire que de Bénin au Togo, de la Côte d'Ivoire au Togo, c'est la même chose. Toute la sous-région qui est touchée. En tout cas, dans l'analyse, il est dit si rien n'est fait, plus de 30 000 personnes pourraient mourir prématurément de pollution atmosphérique sur le continent africain d'ici 2030. C'est en tout cas la conclusion d'une étude menée par l'ICCT, une ONG spécialisée dans la promotion des véhicules propres. Là, ça veut dire véritablement la santé des populations est en danger. Là. La santé est en danger. Pourquoi je le dis? Il arrive depuis une certaine année, nous n'enregistrons que des maladies que nos parents n'ont jamais entendu même parler. Surtout des maladies respiratoires. Et si ces maladies existent aujourd'hui, ça veut dire que il y a un grand problème parce qu'on essaie d'où viennent ces maladies. Et ce sont des maladies que des spécialistes nous disent que ce n'est pas une maladie qu'on peut avoir auprès de ton prochain, c'est-à-dire pas contamination, ça n'existe pas. Mais comment se fait que ces maladies-là, telles que les cancers et d'autres maladies dont je ne pourrais pas citer tous leurs noms, sont des maladies qui tuent actuellement nos concitoyens, nos mamans, nos frères, nos sœurs à longueur de journée, et ce qui fait que nos morgues sont remplies. Donc c'est juste pour dire qu'il y a une inquiétude parfaite à partager avec l'étude de cette ONG et qui est spécialisée dans la prévention des risques liés à la pollution de l'air. En tout cas, dans l'analyse, il est dit qu'un rapport récent de la Banque mondiale a montré qu'au Ghana, pour la seule année 2013, la pollution de l'air a coûté 542 millions d'euros en consultation médicale. Ça veut dire les consultations suite aux maladies respiratoires et tout augmentent, ce qui veut dire l'air est de plus en plus pollué. C'est vrai que dans le reportage que nous venons de voir, c'est l'exemple de Cotonou qu'on a pris. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, avec la prolifération des engins, puisqu'il est prévu que d'ici à 2050, le parc automobile en Afrique connaisse une croissance énorme. Et donc, un accent doit être mis sur le contrôle. Est-ce que vous pensez ici que c'est nos gouvernants qui sont faibles sur les contrôles? Oui, ils ont leurs responsabilités. Parce que comment on peut comprendre que, par exemple, les taux qui sont autorisés, si je ne lis qu'une partie, au Congo-Brazzaville et en Côte d'Ivoire, Public Eye a découvert des taux particulièrement élevés de benzène, 3,84% et 3,82% dans l'essence vendue par Puma Energy. La présence de cet additif est limitée à 1% en Europe et aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'on dépasse extrêmement la norme admise sous d'autres de plus de 200%. Europe, plus de 200%. Donc, c'est ce nos autorités, excusez-moi, ils ne sont pas, peut-être comme on le dit dans le... Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
ils sont responsables à rien. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font? Parce que aujourd'hui, peut-être qu'on leur sait du carburant que eux, ils se disent de très bonne qualité. Non, mais s'ils se disent de très bonne qualité, la preuve est qu'une ONG, nous, on n'a pas la capacité technique, financière ou autre pour le faire, mais des ONG de ces pays que nous avons l'habitude de dire des pays, on est partenaires avec ces pays-là, ces nations, qui font ces études pareilles. Il faudrait que nos États puissent s'auto-saisir pour voir, mais en quoi ça peut nous être utile pour que nous puissions modifier une stratégie politique, par exemple. Tout à l'heure, ou bien le plus souvent aujourd'hui, lorsque vous allez au port de Lomé, à longueur de journée, il y a les voitures qui sortent. Il y a des gens qui les achètent. Et des voitures de vieille date et qui sont totalement amorties, donc amortissement sur amortissement. Bon, vous savez, c'est une question de moyens aussi. Aujourd'hui, quand vous connaissez le coût d'un véhicule, que vous allez acheter par exemple un véhicule à 1 million et qu'il faut sortir à 1,5 million, 2 millions, vous vous retrouvez à 3, 4 millions. On peut résoudre ce problème par une loi des finances. On dit que lorsque vous achetez une nouvelle voiture, une voiture de date récente, vous serez taxé à telle hauteur. Mais si c'est une voiture de date ancienne, extrêmement ancienne, bien de 10 ans d'ancienneté par exemple, vous allez payer, la taxe va augmenter, comme au Ghana à côté. C'est ce qui fait que lorsque nos frères du Ghana viennent à Lomé, vous ne les verrez que dans de bonnes voitures, des voitures toutes neuves. Mais par contre, nous, lorsque nous allons au port, nous sommes obligés de nous tourner pour voir si cette voiture, c'est quelle date. On dit 99, oui, c'est la plus récente. Lorsqu'on dit 92, oui, bon. Et tu penses que c'est pas trop loin, on t'a dit on va regarder le compteur. Et des gens, eux, ils changent aussi les compteurs. On voit un compteur qui est encore très récent. Et tu vois la voiture, la peau est un peu neuve. Ouais. Donc tu tombes sur la voiture et tu commences à payer. Et après, ce sont des problèmes de moteur, ainsi de suite. Il y a l'environnement qui est aussitôt pollué ainsi. Et si, avec nos moteurs, avec les vieilles voitures, nous les achetons, et le carburant qu'on nous sert aussi, on nous dit que ce carburant est de mauvaise qualité, ça veut dire que nous sommes foutus. Nous sommes mais là, est-ce que vous savez que dans le rapport pour se défendre, en tout cas, les sociétés incriminées disent que le taux de soufre autorisé varie d'un pays à un autre et il est important de connaître que de telles exigences réglementaires relèvent de décisions prises par les gouvernements et non pas des sociétés qui approvisionnent ces marchés-là. Pourquoi le taux va varier? Ils disent que c'est les gouvernants de chaque pays qui fixent les taux autorisés. Et donc, par exemple, si l'Europe dit, moi je limite à 1%, les États-Unis limitent à 1%, et l'Afrique dit, je ne limite pas, ben, il est normal qu'on déverse de n'importe quoi. Alors que si vous ne limitez pas, vous mettez vos populations en danger. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une affaire de nation, de pays en ce moment. Pourquoi le Togo va vouloir ne pas protéger ses habitants pour que la France ait la volonté, bien le plaisir de les protéger? Or, en France, au Togo, on a les Français, ok, qui ne sont pas exemptés des conséquences de la pollution de l'air ambiant que nous respirons. Ils sont pas, non, ils sont là. Ce n'est pas affaire de quelqu'un, non, tout le monde est impliqué. C'est pourquoi on ne peut pas parler de la réglementation de ce taux. En tout cas, c'est ce que ces sociétés disent. Hein, que oui, ce sont des sociétés, ce sont des capitalistes. Elles ne font pas du business, donc que ce sont les je suis désolé, ils font du business, ils font les lobbies industriels, hein, ok. Donc il y a ils font ce qu'elles peuvent faire pour mettre la pression pour que nos autorités, nos gouvernants ne puissent pas décider, surtout en Afrique. Et ils disent que ouais, c'est vrai qu'il y a peu d'expatriés en Afrique, mais toute la population de nos pays sont là dans nos pays. Mais aujourd'hui, s'il faut fixer, par exemple, des taux, c'est que chaque gouvernement doit s'équiper pour pouvoir mesurer la présence de ces additifs dans les carburants qui arrivent. Est-ce qu'on a ces moyens? C'est vrai que sur le continent, par exemple, il est dit que l'ONG Public Eye, à l'origine du rapport sur les carburants toxiques, incite les États à mettre en place des législations plus contraignantes. Elle cite notamment l'exemple vertueux de 5 pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est, la Tanzanie, le Kenya, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda, qui depuis le 1er janvier 2015 se sont accordés pour faire significativement baisser la teneur en soufre dans le carburant qu'ils importent. Alors, eux se sont donné les moyens, mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que nous, hein, les États du Golfe de Guinée, nous avons ces moyens-là? Excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez moyens avant de mettre en œuvre, en place une réglementation?
nous avons des intellectuels. On peut avoir la réglementation, encore faut-il contrôler. Oui. Ok, nous voulons d'abord la réglementation. Qui est le test. Et lorsqu'il y a la réglementation, nous allons nous baser sur le partenariat. Parce que c'est ce que nous demandons actuellement entre l'Afrique et les pays de l'Europe ou bien les autres pays, les autres parties du monde entier, de l'Asie, des Amériques. C'est ce que nous demandons, le partenariat gagnant-gagnant. S'il y a des ONG, une ONG, non pas des institutions étatiques, qui ont la capacité de faire ces études-là, d'analyser le taux, si le taux respecte la norme requise ou pas, pourquoi n'allons-nous pas tirer de partenaire avec ces ONG? Je ne crois pas qu'une telle ONG, de pareille ONG va refuser pour dire pourquoi le Togo voulait avoir un partenaire pour que je puisse mesurer le taux de truc là au Togo. Donc ça veut dire que si nous avons la volonté politique, on peut le faire. On peut dire, il y a la réglementation. Comment mobiliser les moyens pour la mise en œuvre, on verra comment ça va se faire. Alors, il y a Gabin Mensan qui pose une question là sur WhatsApp qui dit sur l'affaire des carburants toxiques, hein, il profite pour poser la question. J'aimerais demander au président de la Ligue s'ils entretiennent de bonnes relations avec les autres ligues de consommateurs de la sous-région afin d'échanger en temps réel des informations importantes sur l'arrivée de produits indésirables dans nos pays. Oui, je voulais le rassurer que nous sommes partenaires avec plusieurs ligues de consommateurs de la sous-région, la Ligue de défense des droits des consommateurs du Bénin et la Ligue, principalement la Ligue camerounaise des consommateurs, avec qui nous sommes en ligne et en longueur de journée tous les jours. Et donc nous avons, ce qui fait que s'il y a un problème quelque part, nous sommes informés le plus vite que possible et nous demandons conseil à nos c'est vrai que nous sommes une jeune association, nous demandons conseil à nos aînés de la sous-région et qui nous donnent énormément de conseils, de conduites à tenir. Et dans le cadre de ce dossier, nous sommes la toute première ligue qui a réagi dans la sous-région et en Afrique, suivie d'une organisation en Côte d'Ivoire qui a organisé une conférence de presse dans la journée du vendredi et pour dénoncer les mêmes choses que l'on a demandé et qui a demandé aussi que des enquêtes plus poussées soient diligentées. Donc ça veut dire que nous suivons l'actualité et nous pensons que nous allons toujours maintenir nos relations avec ces associations partenaires nées bien avant nous et qui nous sont très, très utiles pour la suite de la lutte. Alors, on va revenir sur ce sujet naturellement dans la seconde partie d'émission. Nous allons évoquer à présent l'affaire de taxes de passage au poste de péage. Désormais, il faut le savoir, ces frais ont été augmentés depuis le 15 septembre dernier et les tricycles seront taxés à 200 francs. Les véhicules qui payaient 300 francs vont passer à 500 francs, ainsi de suite. Emmanuel Sogadi, est-ce que vous comprenez aujourd'hui la nécessité d'augmenter les taxes de péage, au poste de péage en tout cas? J'avoue que cette action du gouvernement, la dernière fois où la toute première fois où j'ai eu l'information, je faisais semblant de ne pas considérer ça. Mais les 2 minutes qui ont suivi, j'ai eu la confirmation d'une source sûre dont je préfère taire le nom ici. Et ce qui a fait que j'ai dû réagir en même temps. J'ai demandé à tous les transporteurs, à tous les taximans, à tous les voyageurs qui empruntent nos routes de s'opposer catégoriquement au paiement de ces frais-là. Parce que actuellement, il y a une crise financière qui ne dit pas son nom et aucun économiste. Vous dites avoir appelé les transporteurs parce que moi j'ai une question de Jean Lodonou qui demande pourquoi M. Sogadi n'a-t-il pas appelé les usagers de la route à ne plus rien payer jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Ça veut dire que vous l'avez fait déjà? Oui, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait le même jour. Je crois que ça datait de la journée du jeudi. Donc dans la journée du vendredi, et ça circulait déjà et la presse ont vu ce communiqué-là. Donc, parce que dans sa question, il donne une précision. Il dit que, en parlant de vous, il sait bien que si les autorités, en prenant des décisions, n'ont en face aucun obstacle, font toujours avaler des couleuvres à la population. Sur les réseaux sociaux, M. Sogadi a juste publié de ne pas accepter payer la hausse. Oui. Et donc, je réitère qu'il demande un refus catégorique de payer quoi que ce soit au péage maintenant
et ce jusqu'à ce que les autorités reviennent sur la décision de la hausse. Bon, je respecte son point de vue, sauf que nous ne pouvons pas demander aux gens de ne pas de refuser de payer ce qu'on a payé d'habitude. Nous allons, moi, dans la Ligue maintient que nous continuons à payer ce que nous avons l'habitude de payer. Comme on nous a dit que ça sert à construire des routes, pour des infrastructures routières, des pistes rurales et autres, nous supposons que ça sert vraiment à ça. Mais ce que nous avons demandé, nous demandons que la hausse, qu'aucun transporteur ne paye pas ça. Parce que nous, quel que soit ce qui va venir, nous n'allons pas payer. Comment on appelle cette augmentation-là. En tout cas, est-ce que déjà depuis le 15, vous avez déjà traversé un peu le péage? Le même jour, j'étais au péage de Davier. Le samedi, j'étais à celui de comment on l'appelle? Non, le vendredi, j'étais à Zanguera. Et le samedi, j'étais à Davier. Le même vendredi, j'avais envoyé un de nos membres à celui de Daneho. Donc, pour le moment, c'est les anciens tarifs qui pratiquent. Et ce qui est inquiétant, c'est que tous les voyageurs qui passent disent avoir eu l'information, la lettre par les réseaux sociaux et qu'ils mettent en garde les caissières et les caissiers qui sont sur les postes, s'ils ne savent pas faire, qu'ils le trouveront dans leur chemin. Ça veut dire que sur le plan social, les gens ne sont pas prêts à payer cette augmentation-là. Que nos autorités puissent rapporter au plus vite que possible cette décision. Parce qu'ils ont dit, dans la lettre, l'arrêté interministériel signé dans la journée du 15, et ils ont demandé que ça puisse prendre effet à la même date, et que le directeur de la SAFER et le directeur de la direction des transports routiers sont chargés de la mise en œuvre de cette décision. Mais comme jusqu'à présent, elle n'est pas encore mise en œuvre, nous supposons que les autorités vont revenir sur cette décision pour mettre en confiance les Togolais. Parce qu'actuellement, la vie devient de plus en plus chère. C'est vrai, des gens m'appellent monsieur la vie chère, c'est vrai, je suis d'accord, mais parce que si vous ne dénoncez pas ce qui ne va pas dans un pays, vous avez décidé de ne pas aider vos autorités, vos gouvernants à mieux faire. C'est pourquoi nous, au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, nous avons pris la main et plus le courage sur nous de dire ce qui ne va pas, pour que l'autorité qui est en face de nous puisse les améliorer et au bien-être de la population togolaise. Alors, est-ce que vous ne pensez pas quand même que cette décision d'augmentation peut avoir un intérêt d'un côté ou d'un autre? Je ne crois pas. Même si, une fois qu'on ne nous informe pas à quoi ça va servir, mais comment on peut comprendre? On n'est pas des dieux pour savoir. Non, de toutes les façons, on est aujourd'hui dans une politique de grands travaux. Hein, ça peut, non, mais pour la politique de grands travaux, on nous a dit qu'il y a des préfinancements. OK? Et que nous faisons des préfinancements. Il y a des banques qui donnent leurs gages, qui donnent les prêts, et nous les donnons à des institutions, à des entreprises de travaux publics, PTP, pour construire les routes, et ainsi de suite. Et nous faisons aussi des prêts. Donc, la dette du Togo, extérieure du Togo, commence encore à augmenter. Il y a nos partenaires de l'association de veille économique qui ont sorti un rapport aussi il y a quelques jours. Et donc, ça veut dire que ça doit nous inquiéter. Et on mais là, dans ce cas, il faut mobiliser plus de fonds pour qu'on puisse échanger rapidement. Ce qui est un peu marrant, ce que les gens n'ont pas encore compris, si vous prenez les produits pétroliers, lorsque tu vas à la station, tu gardes ta voiture, on met 10 litres dedans, ça, toi que tu as déjà payé les taxes. Hein? Oui, et c'est pour le péage. Il y a une partie pour l'entretien routier. L'entretien routier, il y a une partie que vous payez quand nous achetons le carburant. Mais on nous demande encore de payer une partie au niveau des postes de péage. Peut-être qu'au niveau du carburant, ce n'est pas suffisant, pas assez. Non, mais attends, il faut pas, si vous ne créez pas de richesse, ne cherchez pas à dépenser. Si aujourd'hui, on ne trouve pas les moyens pour que l'économie puisse décoller vraiment, et que les jeunes entrepreneurs, par exemple, on fait l'évangile pour la création d'entreprises, alors qu'il n'y a pas de quantité qui accompagne l'homélie pour que les gens puissent savoir, c'est-à-dire il n'y a pas de financement. Ça veut dire que les gens, on ne sait pas là où on veut nous amener. C'est pourquoi nous demandons, il faut que ce que l'autorité veut faire, qu'elle le fasse comprendre à des gens, qu'on engage des discussions préalables,
Parce que si, par exemple, nous, je ne dis pas forcément qu'on puisse consulter la Ligue des consciences du Togo, non, mais si on peut consulter d'autres partenaires, ou aujourd'hui, lorsque le problème s'est posé, nous, on va vers ces partenaires qui puissent nous dire, oui, on a compris pourquoi on a augmenté, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, je ne crois pas que ce serait un problème. Mais je crois que dans les conditions économiques et sociales actuelles du Togo, on ne doit plus augmenter aucun service aux Togolais, parce que les Togolais sont déjà dans une situation difficile et alarmante. Alors, donc, quand on lit bien le communiqué, désormais les tricycles seront taxés. Beaucoup trouvent cela assez étonnant. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est justifié du moment où ces tricycles servent à d'autres à gagner de l'argent? Oui, lorsque nous serons d'accord sur le fait de taxer les tricycles, pour le moment, on n'est pas d'accord qu'on puisse augmenter. Pour dire que oui, nous ne voulons pas qu'on augmente, mais nous sommes d'accord pour que vous taxez les tricycles. Jusqu'à présent, on n'est pas d'accord. Nous dénonçons et nous sommes catégoriques sur là-dessus. Maintenant, si vous prenez les tarifs actuels, ce qui était 2 000 hier pour les gros porteurs est allé jusqu'à 4 000. Oui. Ce qui était 300 pour le personnel 5 places, par exemple, est allé jusqu'à 500, ça veut dire 300 francs. Donc ça fait une augmentation de plus de 60%. Ok? Et plus de 40%, j'allais dire. Et au niveau des 2000, ça fait une augmentation de 100%. On ne peut pas faire une augmentation de plus de 40%, plus de 60%, plus de 100%. Et à l'intervalle pour dire que nous voulons mobiliser assez de recettes et pouvoir répondre à la politique des grands travaux, des infrastructures routières, des pistes rurales, ainsi de suite. Alors que si vous allez à l'intérieur, les pistes rurales sont restées telles qu'elles étaient au moment où nous avons quitté il y a de cela 10 ans, 15 ans dans nos villages. Lorsque vous allez comment on l'appelle, dans les préfectures, et moi je suis de la préfecture de Logou, lorsque vous arrivez dans la préfecture dans la ville d'Atapamé, si vous pouvez me compter le nombre de jusqu'à plus de 10 km de routes, de pistes construites pour la préfecture, le chef de cette préfecture, je vous dirais bravo, tu as su compter en termes de kilométrage la route qui a été construite. Donc ça veut dire que ce n'est pas la seule préfecture qui est l'exemple. Allez dans la préfecture de l'Est-Mono, Agné, l'Est-Mono-Lavagnon, allez dans Agné, aller dans Tomou, ainsi de suite. C'est vrai qu'on a lancé ces travaux, mais nous ne consentons pas l'effectivité de ces activités-là. La route de Lomé-Vaugan, que les gens ont l'habitude d'appeler affectueusement la route CECO-BTP. Donc ce sont des cas palpables qui ne donnent pas confiance aux Togolais de dire ok, continuez encore à prélever pour avoir beaucoup d'argent pour le faire. Et tenez-vous bien, il y a de ces chantiers, mais il y a aussi la qualité des ouvrages. La qualité des ouvrages est un autre problème. Oui, parce que quand vous prenez, il y a des routes qu'on a construites dans ce pays dont on nous a vanté le mérite pour dire qu'elles allaient durer 25 ans. On commence déjà par voir des nids de poules partout. Partout. C'est ce que moi j'appelle le plus souvent les tampons. Parce que si vous ne savez pas faire, mais il y a un, je pouvais taire le nom de cet aîné-là, qui est mort accidentellement sur la route Lomé à Tapamé à cause de l'état de la route. À cause de l'état de la route, moi je lui dis, je le maintiens. Parce que le niveau, à l'endroit où il avait fait l'accident, moi j'étais passé la veille, à un moment où, après qu'il ne passe, moins un mois, moi aussi j'allais partir. Parce que tu ne sauras même pas qu'il y a des trous, ainsi de suite, d'une manière consécutive sur ce passage-là. Donc, nous faisons le loge à un certain système de fer, mais qui ne nous arrange pas. C'est pourquoi moi j'ai décidé, et je voudrais que les gens puissent nous aider à ce que nous puissions dire ce qui n'est pas de bonnes choses et dire ce qui est de bonnes choses, pour que ce qui est de bonnes choses, on puisse les maintenir, et ce qui est de mauvaises choses, qu'on puisse les améliorer. Il y a quelqu'un, Maurice Adodo-Agbosso, qui a fait une analyse où il dit quelque part, cette nouvelle hausse est-elle due aux préparatifs des éperviers à la CAN 2017 au Gabon? Bon, je ne crois pas. Bon, et comme sur la participation de l'équipe nationale à une quelconque CAN, on en parlera tout à l'heure. Oui, je crois que comme on va en parler, je préfère me taire pour moi, mais je ne crois pas que ça soit une conséquence de ça. Mais rien n'est exclu. Rien n'est exclu, mais ça ne justifie pas le fait qu'on puisse le faire d'une manière unilatérale. On a l'impression que le ministre des Transports publics
ne considère aucun concitoyen. Bon, en tout cas, on a l'impression, et je crois que parce que depuis qu'on a commencé, on a augmenté les prix, lorsqu'on a commencé à faire la lutte pour la réduction des prix des produits pétroliers, et on a attendu pendant 1 an, et avant de commencer à faire des réductions successives, et ainsi de suite. Il y en a déjà eu 3 au moins. Oui, 4, mais à compte-gouttes. Mais aujourd'hui, les Togolais semblent être satisfaits. À compte-gouttes, ça veut dire que vous n'êtes pas satisfait? Non, c'est pas comme ça on voulait le faire. Aujourd'hui, nous achetons le carburant, hein, l'essence à 433 et le diesel à 435. Oui, mais je ne dis pas que c'est l'acquis. On a pris l'acquis, on l'a accepté. Ok? Mais lorsque je serai satisfait, c'est lorsqu'on commence à appliquer la vérité des prix. Ce n'est pas encore le cas, c'est ce que vous dites? Non, ce n'est pas la vérité des prix. Pourquoi vous dites ça? La vérité des prix, est-ce qu'on t'a donné la quantité que nous achetons? Quand est-ce que nous l'achetons et combien on l'achète? Pour dire que oui, parce que nous l'avons acheté ceci, c'est pourquoi à partir du début de l'autre mois, on va le vendre à tel prix. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres considérations, hein, parce que c'est vrai, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, nous ne maîtrisons pas cela, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres considérations, comme par exemple certains frais que le gouvernement doit amortir quand on achète le carburant? Non, il y a d'autres choses. Il y a ce qu'on appelle la caisse de péréquation dans la source des prix, et que nous payons la dette de demain du secteur pétrolier, qu'on paie depuis des années. Et qu'on n'a jamais cessé de payer. Donc, cette caisse alors qu'on n'a jamais eu une dette du secteur pétrolier. On ne nous a jamais dit qu'il y a eu une dette. Et pour nous dire qu'il y a une dette, ils nous disent qu'ils subventionnent. C'est ça le problème. Et nous ne pensons pas que ce soit une subvention parce que depuis un bon bout de temps, le secteur pétrolier sur le plan mondial a eu des bouleversements. Et ça va rester, la tendance restera baissière pendant des années. Et nous pensons que si ça peut rester baissière, nous, les consommateurs, c'est-à-dire un pays qui ne produit pas, ça ne peut que le profiter. Mais ceux qui produisent, c'est ça que au niveau du Venezuela, ils disent que le pétrole coûte moins cher que l'eau. Ok? Donc ça veut dire qu'en ce moment, ces pays-là ont des difficultés sur le plan pour l'équilibre budgétaire. Mais nous, on ne devrait pas avoir de difficultés. On ne devrait pas. Donc ça va nous aider à faire tourner notre économie parce que les gens vont acheter d'une manière très simple, bien accessible le carburant, les machines vont tourner, on va produire de l'énergie, on va aller à l'intérieur transporter les marchandises pour pouvoir les vendre le plus vite que possible et les frais là seront un peu abordables. Malheureusement que ça n'a pas été le cas, on a fait la réduction. Le ministère des Transports publics, on a fait des demandes plusieurs fois pour qu'ils puissent vérifier et que les tarifs soient appliqués sur le terrain. Les transporteurs sont restés sur leur position. Le plus souvent, ils ne délivrent plus de reçus de voyage dans les stations. Donc, ce qui fait que on n'essaie pas excuse-moi, je n'ai rien contre le ministère des Transports publics, mais si on fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut qu'on ait le courage de le dire. Si on a l'impression qu'ils ne considèrent pas ce que les associations de consommateurs, les associations de droits de l'homme. Est-ce que vous les approchez quand même? Est-ce que vous sollicitez à les rencontrer? Vous les appelez pour comprendre pourquoi telle ou telle décision est prise? Oui, il y a un principe. En tant que... Je ne crois pas que le ministère des Transports publics va dire aujourd'hui qu'il ne sait pas qu'il y ait des associations de consommateurs au pays. Et qu'il y ait des associations de défense des droits de l'homme qui l'interpellent sur des sujets. En tant que celui qui nous représente, même si nous on ne demande pas à le rencontrer, il ordonne à ses secrétaires d'écrire à telle association, je vais les rencontrer pour les informer de comment ça se fait. Mais pourquoi vous ne demandez pas? Nous on a demandé plusieurs fois. Il ne vous a pas reçu? Nous on a demandé plusieurs fois, on ne nous a pas reçu. La preuve que si vous voulez bien, depuis que la ministre du Commerce est là, nous on l'a jamais rencontré. Officiellement. Vous l'avez demandé, vous n'avez plusieurs pas pu, fois ou quoi? Oui, on a écrit des lettres Parce qu'elle est l'une des ministres les plus accessibles aussi. Ah oui, moi c'est vous qui le dites, mais c'est pas accessible à nous puisque nous, de tout temps, quand nous avons des questions, nous l'appelons, elle décroche et elle répond à nos questions. J'ai même déjà joint le ministre sur l'affaire d'augmentation des prix de péage, le ministre Nyofam, qui est malheureusement à l'intérieur du pays, sinon il aurait déféré à notre demande. Oui, c'est vrai, vous êtes des organes, et ils ont besoin de vous donner certaines informations. Peut-être on ne sait pas pourquoi ils nous créent, mais nous on pense que nous allons poursuivre notre lutte au moment où ils se rendront compte que ce sont des partenaires, ce sont des Togolais qui ont une vision de la manière dont certaines choses peuvent se passer. Nous ne disons pas tout ce qu'ils font est mauvais, hein,
mais mauvais, mais ce que nous trouvons à... Oui, mais quand elles ont le sentiment qu'à chaque fois, vous trouvez quelque notre chose à rôle. redire. Nous sommes par exemple, quand on baisse le prix du carburant, vous dites, ah oui, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Oui, c'est pas suffisant. Alors là, quand elles ont ce sentiment-là, il est vrai que, enfin, cela peut les amener à être... à observer des réserves vis-à-vis de vous. Attends, la gestion du carburant, ce n'est pas une propriété privée. Pour qu'ils puissent dire que nous vous donnons, vous n'êtes pas satisfait. Non, ce n'est pas une propriété privée. Donc, c'est une propriété collective de tous les Togo. Et là, la manière dont ils gèrent cette propriété, c'est ce que nous dénonçons. Par exemple, les centrales syndicales, il y a certaines centrales syndicales qui font partie de ce comité. Je crois qu'il y a un représentant. Mais je ne suis pas trop sûr que les autres soient informés. Si on parle sur le plan syndical, nous, association de consommateurs, je ne suis pas aussi trop sûr. En tout cas, ce qui concerne la Ligue des consommateurs du Togo, nous, on n'est pas informés, on n'a aucune information de comment ça se fait. Et donc, alors que si nous, on mène une action, les Togolais en bénéficient. Et il y a des proches de ces autorités-là qui en bénéficient. Si eux-mêmes ils en bénéficient, pas parce qu'ils ont les bons, et il y a des privilèges étatiques qu'ils ont. En tout cas, les bons, c'est pour les voitures de commandement. Hein. Pour leurs propres voitures, ils doivent aller passer à la station eux-mêmes. Oui, c'est ça qu'il le dit. C'est pas à tout moment que... En tout cas, nous allons revenir sur tout cela dans la seconde partie. On va être tout de suite rejoint par Cyril Amétépé. C'est lui qui va nous rejoindre dans la seconde partie d'un œil sur l'actualité. Nous avons été rejoints par Cyril Amétépé. Cyril, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter l'invitation d'un œil sur l'actualité. C'est la moindre. Et c'est un plaisir également de participer à cette émission. Et surtout, c'est un grand plaisir de retrouver un ancien camarade de la FASEG. Il était mon ancien délégué à la FASEG, vraiment un combattant que j'admire beaucoup. Et c'est grâce à eux que nous avons évité le système LMD à l'époque. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment un plaisir de donner cette invitation. En tout cas, vous étiez de l'autre côté de la baie vitrée, vous avez suivi un peu nos discussions en première partie, l'affaire de carburant toxique et l'affaire de l'augmentation des prix de péage. Vos réactions sur ces sujets-là? Les sujets sont très intéressants et pour dire qu'aujourd'hui l'Afrique est devenue le dépotoir des autres continents. Quand je parle de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique. Donc, on vient en Afrique déverser les déchets. Et tout récemment, les années précédentes, en Côte d'Ivoire, le Probo Koala qui a déversé des déchets toxiques. Donc, c'est pour dire que nos côtes sont poreuses, nos frontières sont poreuses, et puis il y a également la participation et le soutien des autorités. Oui, là, justement, est-ce qu'on va toujours se dire nos frontières sont poreuses et depuis des années qu'on nous sert ce discours, les frontières restent poreuses, visiblement aucune action n'est menée pour contrôler ces choses-là? Les actions sont menées, mais ces actions ne sont pas très accentuées parce que ça va également dans l'intérêt personnel de ceux qui sont dans le circuit. C'est un circuit parce que je ne vois pas une compagnie suisse venir déverser peut-être ses projets et ses produits plutôt en Afrique facilement, sans la participation, la contribution même de nos autorités, des citoyens africains et des acteurs. Donc ça veut dire que c'est un circuit et quand on va se mettre maintenant à investiguer, vous allez voir que les Africains même sont fiers d'accueillir ces produits sur le continent et pour leur propre intérêt personnel d'abord parce qu'il y a de l'argent caché derrière et également ils méconnaissent les conséquences négatives parce que oui, j'ai déjà mon intérêt, j'ai oublié l'intérêt de X ou Y. C'est ce qu'il faut également voir. Donc, il faut dire que si nos associations surtout, c'est le rôle même qui revient à la société civile, aux organisations ou associations qui défendent le droit des consommateurs. Parce que nous avons des beaux tests. Moi, j'étais en train de parcourir tout récemment lorsque ce sujet a été lancé. Vous prenez le code de la santé publique qui a été adopté au Togo. Dans ce code, il y a les dispositions qui ont été prises. Mais est-ce que nous les appliquons? Est-ce que nous connaissons même nos droits? Je donne souvent ce cas, les nuisances sonores. Mais le code de la santé l'a prévu. En article 25 ou 26, les nuisances sonores. Par rapport aux droits du consommateur, sa santé, l'article 147 du code public l'a bien précisé et a listé tous les droits du consommateur par rapport à sa santé. Donc ça veut dire que nous méconnaissons les tests que nous avons sur le continent africain et dans nos pays respectivement. Et également, ça permet à ces Occidentaux de profiter là parce qu'ils savent que oui, nous n'avons pas le temps de lire le document, les tests. Nous sommes là, c'est le suivisme, on suit la masse. Et quand on voit qu'il y a un stack derrière, on retourne.
et on continue. Donc c'est pour dire que les tests sont là. Il faut que chaque acteur, chaque citoyen essaie quand même d'avoir une vision centrée sur ce que nous avons comme les mécanismes. En tout cas, il y a quelqu'un qui a dit que la meilleure façon de cacher quelque chose à un Africain, c'est de le mettre dans un livre. Alors, moi, ça pose une question. Les autorités elles-mêmes qui font ces tests, est-ce qu'elles se donnent la peine de les vulgariser? Oui, il y a des ateliers qui sont initiés, mais il faut voir également l'impact, parce que derrière ces ateliers, nous avons la manne pécuniaire qui est cachée. On va à un atelier, je prends le cas togolais, on va à un atelier parce que oui, à la fin, nous devons avoir des perdièmes. Et tout ce qui nous intéresse, c'est la fin, c'est la clôture. Le ministre vient pour l'ouverture, et peut-être son représentant vient pour la clôture, et on fait 3, 4, 5, d'abord les ateliers même débutent pas à l'heure, si c'est prévu pour 8 heures, on vient commencer à 11 heures, donc durant cette étape, nous avons déjà raté beaucoup de choses. On vient à la fin pour faire une recommandation similaire, en copiant et collant d'autres recommandations, parce que on va sur l'internet, il y a un pays qui l'a fait, donc on vient en copie, bon, on l'insère dans le document qu'on donne aux autorités, et bon, on suit la fin. Mais c'est de voir également aussi, par rapport à ces genres d'initiatives qui sont initiées, c'est de donner ce canal, c'est le rôle de la société civile. Il revient à la société civile d'informer, de sensibiliser, de vulgariser ces documents. C'est pas de venir encore devant des citoyens où un test a été adopté, où on dit ouais, c'est grâce à la magnanimité du chef de l'État. Et ces discours, vous voyez, ces discours qu'on pompe, ces discours politiques que nous pompons, font que les gens ne s'intéressent pas. On vient, c'est juste bon, on n'a fini de parler, parce que c'est le même discours, c'est la même phrase, et la volonté manifeste du gouvernement, alors que c'est un test qui va dans l'intérêt de tous les Togolais, de tous les Africains. Donc vous voyez qu'il faut changer un peu les discours pour que tous les citoyens se retrouvent dans le contexte. Alors Emmanuel Sogadi, moi je pense que ça c'est vous, les acteurs de la société civile. Pourquoi il y a des tests, comme il a dit Cyril, de beaux tests qui existent, mais que vous ne faites pas partager aux concitoyens? Merci pour la question. Et je voudrais vous dire que je suis également fier, c'est un plaisir pour moi d'être podium avec un ami de longue date, Cyril, qui fait un travail louable sur le plan du civisme. Et je crois que nous sommes des partenaires de longue date. Et sur la question que vous venez d'avancer, je crois qu'en tant qu'association de consommateurs, on est en train de faire d'une manière ou d'une autre ce travail de sensibilisation. Mais nous sommes dénudés des moyens pour le faire. La preuve est que l'autorité qui vote la loi ne met pas une ligne budgétaire à côté pour dire qu'on va faire la sensibilisation. Donc il serait ainsi difficile pour nous de dire, de demander à un partenaire de nous financer pour qu'on puisse faire sensibilisation, alors que les partenaires sont extérieurs. Et tu ne trouveras pas aucun partenaire interne. Parce qu'il dira que oui, moi je suis de telle société, si j'étais financé, on va dire que tu es contre moi, notre parti politique, ainsi de suite, et vous ne trouverez pas aucun partenaire interne. Mais, qu'est-ce que nous faisons? C'est que c'est le système judiciaire, c'est la justice qui nous décourage. C'est-à-dire? Moi, pour le compte de l'année 2016, on a arrêté des gens qui fabriquaient des produits filatés. Et lorsqu'on les a amenés devant les juges, ces gens ont été libérés. Sur quel motif? Oui, sur le motif qu'ils ont eu une autorisation, et ainsi de suite, alors que les matières premières qu'ils utilisent pour fabriquer ces alcools frelatés ne sont pas admises dans aucune norme. Même la norme de mon village, nous ne pouvons pas l'accepter. Dans aucune norme, ce n'est pas admis. Et même lorsque vous allez sur le terrain, on était allé, je ne vais pas dans le quartier, pour voir les conditions d'insalubrité totale, hygiénique, déplorable, dans lesquelles on fabriquait ces boissons frelatées. On nous dit que la personne c'est une société, c'est un établissement qui a eu une autorisation de l'Institut d'hygiène du pays, ainsi de suite. Donc, par conséquent, il a eu l'autorisation de mise en vente. Et ce qui fait que depuis un bon bout de temps, je ne suis plus sur ce terrain. Parce que je me suis dit, à quoi bon semble que vous prenez votre moyen, votre temps, votre énergie, et à aller détecter, bien aller, comment on appelle, investiguer pour constater de visu des gens qui font de mauvaises choses et fabriquent des produits qui sont impropres à la consommation humaine, et qu'à quelques jours on puisse les laisser partir.
le cas de garde de Montien, oui. Moi, j'ai dit, je suis défenseur des droits de l'homme. Le principe de la liberté, c'est l'institution qui fait la prison. Donc, lorsqu'il a fait déjà 1 mois, la loi dit que 1 mois et 6 mois de prison et des amendes, tout ça là. Jusqu'à présent, on n'est pas encore le jugement. Mais j'ai dit, il faut qu'on puisse l'élargir. Il a été élargi, donc il a été libéré. Mais nous irons au jugement. Mais les autres cas de Lomé, vous faites après, on les laisse. Ça veut dire qu'on nous décourage. Oui, mais est-ce qu'on vous décourage ou bien c'est des tests? Est-ce que votre combat, hein, Cyril, vous écoutez le débat, mais est-ce que ce combat, par exemple, ne doit pas être transposé vers l'Assemblée pour que des tests soient faits en la matière? Non, effectivement, il y a les tests. Et je donne un exemple. La section 2 du Code de la santé publique de la République togolaise, qui a été votée, et la loi numéro 209 de 2009. À l'article 147, c'est bien écrit noir sur blanc. La production, l'importation, la détention plutôt, la vente, la cession des produits malsains, périmés ou avariés sont interdites. C'est pas Cyril, c'est pas vous, c'est pas Sogadi qui l'a écrit. C'est écrit, c'est passé au niveau de l'Assemblée, avant que ça ne se figure. Oui, mais moi, sans être un oiseau de mauvais augure, si par exemple la Ligue des consommateurs du Togo se déplace sur un terrain, quels sont les moyens ou les appareils qui vous permettent de dire tel produit est impropre à la consommation? Non, comme je l'ai toujours dit, nous n'avons pas les moyens techniques et scientifiques pour pouvoir le faire. Parce que quand vous le faites de visu, bon, ok. Il y a d'abord les conditions. Oui. Vous savez, on prend par exemple une usine de fabrication de sodabi. C'est la boisson locale de mon pays. Alors, il y a les normes qu'il faut respecter. On ne peut pas aujourd'hui admettre encore que des produits, des matières premières interdites dans les normes internationales soient utilisées pour la fabrication de ces produits alcooliques. Alors, quand vous constatez que déjà, vous voyez, je pense que c'est l'éthane. Oui. L'éthane, vous voyez le bidon ou bien un récipient contenant l'éthane avec la mention c'est bien contenu où le bec et les becs sont toujours fermés. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que on est là sans contrôle au niveau des laboratoires. Avant que le produit ne soit même mis sur le marché, il faut d'abord la certification au niveau du laboratoire. Mais quels sont nos laboratoires? Quel est le rôle ces laboratoires jouent? Et c'est cette question qu'il faut se poser. Donc, oui, mais justement, quand ces personnes vous opposent le fait qu'elles ont des agréments de services d'hygiène et les services compétents en la matière. C'est pourquoi je dis, c'est un problème de confiance. Parce que si nous avons confiance en nos autorités, et ce que nous demandons, ils ne veulent pas nous le faire, ça veut dire qu'ils savent quel jeu ils jouent. Par exemple, l'exemple de ce que Cyril vient de dire, en disant qu'il y a la loi qui est là. Nous, on s'est basé sur la loi de 1989 portant organisation de la concurrence qui protège les consommateurs. Et on avait porté plainte contre certaines publicités mensongères qui passent sur certains organes de la place. Jusqu'à présent, la plainte est allée à la HAC, la plainte est allée au niveau du ministère du Commerce. Mais jusqu'à présent, ces sociétés ne sont pas sanctionnées. Et on nous demande, pour sanctionner, on nous demande de leur montrer là où se trouvent ces sociétés. Tu vois? Ça veut dire que vous avez une preuve. Le code pénal actuel a également un peu riche sur le plan de protection des consommateurs. C'est pourquoi je dis qu'il y a certains tests qui sont désuets et qu'on doit révisiter en matière de protection des consommateurs. Il y a d'autres qu'on élabore aujourd'hui pour peut-être plaire à l'image extérieure, mais on ne met pas les moyens en œuvre pour les décrets d'application, pour les institutions qui sont chargées de la mise en œuvre, on ne les installe pas. La preuve est que la loi de 99 dont je viens de citer, il n'y a jamais eu la commission comment on l'appelle, qui est chargée de régler les différends en matière de consommation, qui devait être composée des actions consommateurs, de certaines autorités, des institutions de la place. Il n'y a rien. La dernière fois, on était allé en atelier, on a adopté le code de la qualité nationale. Et ça dit, avant que ça n'aille au gouvernement, pour aller au Parlement. Mais jusqu'à présent, je n'ai appris nulle part que c'est aller au gouvernement. C'est juste pour vous dire, pour la question que vous avez posée, pour constater que quelque chose est de mauvaise qualité, surtout pour les liqueurs, et nous avons des stratégies, des techniques par lesquelles nous procédons pour les détecter. Maintenant, pour les jus de fruits, c'est-à-dire si un jus de fruits est de mauvaise qualité, ça c'est sain. Ça c'est ça en même temps et nous consentons comment avec des chenilles, la toute dernière fois je crois que ça doit être le jeudi il y a une bonne cargaison qui a été aussi détectée au niveau du port de Lomé et que l'hôtelière et les services hygiène avec un huissier sont allés détruire
à Pomé. À Tomé, il y a des cubes, comment on les appelle, et il y a des laits en poudre, il y a des jus de fruits, il y a des boîtes de conserve, il y a presque tout qui n'était pas de bonne qualité. Ça veut dire que le travail que nous faisons de nos centres en longueur de journée, si c'était hier, bon, il y a ces propriétaires qui allaient commencer par trier pour dire certains sont de bonne qualité, certains sont de mauvaises, et ils mettent de mauvaises quelque part, ils les jettent dans un dépotoir pour que les autres, les riverains de ce quartier-là puissent les prendre et peut-être à mourir un par mois. Donc Alors Cyril, on a évoqué également le sujet de l'augmentation des prix de passage au poste de péage. Nous tous, nous sommes usagers de la route. Même si on ne sort pas tous les jours de Lomé, il nous arrive de quitter Lomé. On peut prendre par Zanguera, on peut prendre par Davier ou on peut prendre par Agbodrafort. Alors, selon l'arrêté interministériel, désormais, les véhicules, ça passe de 300 à 500. Les tricycles vont être payés. En tout cas, il y a des augmentations partout. Aujourd'hui, dans le contexte togolais, où les difficultés sont devenues la chose la mieux partagée, est-ce qu'on peut comprendre une telle décision? J'aurais quand même aussi appris par rapport à cet arrêté ministériel que je trouve mal arrivé parce que avant de prendre de telles décisions, la question reste toujours posée. Est-ce que tous les acteurs sont associés? Parce que c'est vraiment bizarre que de voir que souvent on prend la décision et les acteurs, les conducteurs de taxi-moto, leurs syndicats, la TC, la Ligue des consommateurs, crient sur les médias que non, on n'a pas été contacté. Il faut associer tous les acteurs, voir qu'est-ce qu'il faut faire et surtout donner l'argument convaincant pour, ou bien qui motive les autorités à augmenter. Vous savez, quand on parle aujourd'hui de cette affaire, moi ça me fait un peu rire et puis je suis un peu désolé dans mon pays parce que d'abord, avant, le problème de cette affaire, c'est qu'il y avait fait. Et cette structure a été dissoute sans audit. C'est au Togo. Moi, je suis gestionnaire de formation universitaire. Mais c'est au Togo que je viens de voir sur le terrain que ce qu'on nous enseigne à l'université, c'est autre chose carrément. Ce que nous faisons. Vous savez que l'éducation reste livresque. Hein, non, mais quand même, ce qui nous enseignent, c'est eux qui sont des responsables dans ces structures. Donc, je suis vraiment désolé de comprendre que mon professeur qui m'a enseigné que voici dans cette situation économique, voici les stratégies, voici ce qu'il faut faire et qui est responsable dans la structure qui applique autre chose. Alors, quel modèle maintenant, quel exemple il est en train de donner? Donc, il faut un peu quand même changer les mentalités. Et même voir même l'état de nos routes. Ça me choque. Quand il pleut, il ne faut pas que quand il pleut, quand il goutte. Quand on parle de pluie, c'est encore autre chose. Quand il goutte, les nouvelles voies ne sont pas éclairées, les lampadaires, et bizarrement, les autres structures qui doivent travailler normalement en amont, en aval avec SAFER ou ces entreprises, existent que de nom. Nous voyons au niveau des lampadaires qui sont cassés, des voies qui n'ont pas de lampadaires. Et encore pire, quand vous parcourez les autres pays, le Togo est l'un des pays champions qui n'a pas de poteaux d'incendie. Vous prenez toutes nos voies, les échangeurs, les boulevards, les avenues réalisées récemment, le Togo n'a pas doté ses voies de poteaux d'incendie. Nous sommes au 21e siècle. Donc ça veut dire que avant d'élaborer ce projet, avant de mettre ce projet et d'avoir le financement, les acteurs n'ont pas été associés. Parce qu'on ne peut pas admettre que, prenons le cas d'échangeurs à Kéguéwa, à Goué. La caserne des sapeurs-pompiers se trouve à Nyakwanakwe. En cas d'incendie, la voiture doit se déplacer vers Agoué. Si l'eau est épuisée, cette voiture doit retourner encore à Nyakwanakwe pour chercher de l'eau. Vous voyez, il y a tout un problème. Donc ça veut dire que les gens ne sont pas associés. Au niveau des ponts, n'en parlons pas. Les voies ont été élargies à l'intérieur du pays parce que moi j'ai la chance de voyager fréquemment. Je parcours tout le Togo. Je connais le Togo en miniature. Et pour dire que les ponts, les voies ont été élargies. Maintenant les ponts ont été rétrécis. Donc, arrivé au niveau des ponts, le Togo est l'un des pays où vous ne devez pas faire de dépassement au niveau des ponts, sur les ponts. C'est interdit. C'est-à-dire, quand l'autre vient, vous devez vous arrêter. C'est ce qui a causé l'accident, a tué des soldats, nos forces de défense l'année passée, qui allaient à l'intérieur. Oui, donc vous voyez, et les feux tricolores ne fonctionnent pas, ben, qui sont là. Ça devient très récurrent, hein, les feux qui ne fonctionnent pas. Même cassés, vous prenez l'avenue, vous prenez la voie de Limousine, les feux sont... J'avoue que j'ai déjà posé cette question au commissaire principal, le commissaire Atabou, qui m'a dit que c'est la mairie qui doit s'en charger. Oui. J'aurais souhaité pour qu'il dise qu'est-ce qu'il a fait.
Parce qu'il il est commissaire de police. Il est commissaire de police. Il est commissaire de police. C'est la mairie d'avoir des agents qui sillonnent le pays. L'hymne national du Togo dit Togolais, viens, bâtissons la cité. Oui, mais de toutes les façons, est-ce que les tests nous permettent d'intervenir dans ce... Les tests le permettent. Moi, je suis un citoyen. Je suis de la société civile, mais j'interpelle l'autorité déjà immédiatement à prendre des dispositions. Oui, vous voyez, par exemple, nous, les médias, tout le temps, nous crions. Ce ne sont pas les médias. Vous savez, je vous donne un exemple. Quel endroit du pays il y a de problèmes. Je vous donne un exemple très simple. Et il n'y a pas de solution. Je vous donne, parce que moi j'aime la pratique. Je n'aime pas trop la théorie. Et les actions concrètes. Vous prenez la nouvelle avenue Victoire, la route de Casablanca jusqu'à Kodomé. Vous savez, au niveau du rond-point, se trouvant vers Casablanca, vers Cap. Mais il a fallu que j'interpelle sur ma page Facebook l'autorité pour que la société en charge mettre maintenant des polders ou bien des blocs. Oui. Sinon, c'était catastrophique. Les gens faisaient des accidents, hein. Mais il faut tous les jours. Il faut aujourd'hui trouver ce mécanisme en tant que citoyen d'interpeller. Dans votre quartier, vous voyez que les faits, c'est là avec l'argent du contribuable. Nous sommes tous citoyens, nous payons des impôts, nous payons des taxes. C'est avec notre argent. Donc j'ai le devoir également aussi d'interpeller l'autorité et donc de dire qu'il faut que la mairie vienne. Je vous donne un exemple qui va vous choquer. Vous savez, quand on parle de la nation, c'est le respect des emblèmes. Ça fait bientôt 3, 4, 5 mois que le drapeau ici au niveau de la mairie et non de la moirie, les armoiries, au niveau du lycée d'Agoué, les deux lions sont déchirés, déchiquetés et décolorés en lambeaux. Ces drapeaux sont en lambeaux. Mais quand on interpelle l'autorité, nous avons une mairie. C'est même pas la délégation spéciale. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas une obligation de compte à rendre ou de résultat. Ils sont nommés, de toutes les façons. Mais s'ils étaient élus, ils sont obligés de travailler en amont. Donc ça veut dire qu'en tant que citoyen, si la mairie ne l'a pas fait, nous devons avoir honte de cette génération disant que les deux drapeaux qui ne coûtent à peine 10 000 francs. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun citoyen capable, et cette voie est pratiquée pas beaucoup, pas nos autorités. Moi, je l'ai emprunté tout à l'heure. Mais ces deux drapeaux n'ont pas été changés. Donc ici, par exemple, moi, je suis par exemple dans le domaine de la sécurité. Par exemple, je prends le cas du commissaire. Et il emprunte cette voie. Non, parce qu'il est commissaire, donc il ne doit pas faire une action pour son pays. Non, il faut qu'on change les mentalités. Et là même, ça s'inscrit aujourd'hui dans la phrase que le président a dit lors de COP21, que les discours, ça suffit. Oui. Passons maintenant aux actes. Donc, ça veut dire... Et justement, on n'est pas encore dans les actes, on est encore au discours. Oui, donc, il faut vraiment qu'on grandisse. Il faut vraiment qu'on grandisse parce que la mentalité doit changer. Et même au niveau des postes de péage, je donne souvent... Si on augmentait, je voudrais vraiment l'argument qui motive cet arrêté qui contribue à augmenter. Voyez même l'État. Il n'y aura pas d'argument qui va motiver, nous avons l'obligation d'être informés. Ça, c'est un droit pour le Togolais. Il a le droit d'être informé. Regardez même au niveau des postes de péage. Les postes de péage sont dans un état délabré. Le personnel est impoli. Je donne toujours comme référence au niveau de Sotobois. Le poste de péage au niveau de Sotobois, tout le monde se plaint de longueur toute la journée. Parce que le personnel n'est pas accueillant, ils sont impolis. Si vous n'avez pas les 300 francs comme montant auparavant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer. Et à cause de 300 francs, par exemple, vous avez donné un billet de 1000 francs, vous devez attendre durant 30 minutes tout un convoi. Parce qu'il ne veut pas, il dit tant que ce n'est pas 300, lui ne libère pas le plancher. Donc il y a tout un souci d'éducation même, au niveau même de la structure SAFER. C'est très important. Il faut d'abord éduquer son personnel à être habilité, à servir les citoyens avant de pouvoir quand même donner cet argument d'augmenter. Et en retour, qu'est-ce que nous voyons? Les pistes. Quand on nous dit aujourd'hui qu'on prend cet argent pour réaliser, mais à la fin, on ne voit rien de concret. Prenez la voie Michintove. Je vous assure que moi, c'est la voie que je regrette plus au Togo. Après avoir parcouru, moi, il y a une voie au Togo, je prends du village Iliko, qui est situé à 23 km derrière la montagne de Iyatro. À 5 km, vous ne pouvez plus aller à voiture. Vous devez prendre Zemidjan. Aller-retour, ça fait 9 000 francs. Moi, j'ai emprunté 2 fois, au moins, en 2015. C'est la voie quand même qui est au moins abordable. Mais vous prenez seulement qu'au centre-ville, la voie d'Agoué, Michintove, je vous assure que vous allez regretter d'abord l'État. Et comment appelle-t-on c'est pas éclairé.
encore une fois au 21e siècle, c'est pas clair. Alors qu'on parle de la sécurité maritime commence d'abord même de la sécurité familiale avant d'arriver à la sécurité du territoire d'abord. Donc il faut vraiment... En tout cas, nous allons venir à une partie du débat, comment éveiller la conscience des Togolais pour la défense de leurs droits des consommateurs. Mais avant d'en arriver là, est-ce qu'aujourd'hui, quand on demande à tous les Togolais de s'impliquer pour que les choses se fassent bien, on peut dire que c'est bien, mais jusque-là, les Togolais attendent toujours les comptes de la CAN 2013. Ah oui, c'est une bonne question. Et nous, je me rappelle très bien, c'était le 5 juin 2013 où nous on a fait une réaction officielle. Puisque c'est en début d'année qu'on a fait, quand ils sont allés à la CAN, et en Afrique du Sud. Et avec nos partenaires ATC, on avait fait une conférence de presse à leur siège pour dire que nous demandons à l'autorité de rendre public les comptes. Mais depuis ce 5 janvier, nous avons encore rendu public plusieurs déclarations et même des lettres ouvertes adressées au Premier ministre, malheureusement, qui est parti. Et dans nos investigations, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plusieurs comités qui ont géré cette mobilisation financière et cette participation de l'équipe nationale à la CAN de 2013. Il y avait, si j'ai bon mémoire, 3 commissions. Il y a la mobilisation, il y a la gestion, et il y a la supervision. Supervision, organisation et mobilisation des ressources. Et mobilisation des ressources. Et le travail que le Premier ministre, Aoumé Sounou Sragodi, aurait fait, c'était un travail de supervision. Pour dire, lorsque vous finissez, venez me rendre compte. Et lorsqu'on rend compte, on valide l'étape là pour que le reste puisse être mis en œuvre. Et c'est ce qui a fait que il a fait une déclaration en disant que aucun franc ne pourra rester pas devers quelqu'un. Et si ça reste, on va le récupérer. Et nous, à la Ligue des consommateurs du Togo, depuis qu'il a fait ces réactions, au moment où il était au gouvernement, nous continuons toujours à l'interpeller parce qu'il représentait une institution. Et lorsque quelqu'un représente une institution qui a fait une déclaration, même si la personne part, c'est l'institution qui est mise en cause. Il y a la continuité de l'État. De l'État. Donc, ce qui implique que le Premier ministre, Abdoulaye Oumé Sounou, que j'avais dénoncé, interpellé à plusieurs fois sur l'affaire de la CAN, qui est parti. Au moment où il était annoncé, j'avais envoyé, on a fait aussi envoyer une déclaration disant que bien avant que tu n'aies pas à te rendre compte. La Ligue l'a fait. Il n'a pas fait. Bon, c'est peut-être comme c'était la période électorale en 2005. Ça ne justifie pas. Oui, je suppose. Donc, il n'avait pas eu le temps de le faire. Et lorsqu'il est parti, il aurait laissé les rapports à son successeur. Mais c'est pourquoi nous demandons aujourd'hui au Premier Kwame Klassou de nous rendre publics les rapports. Si lui nous dit qu'il n'a pas eu les rapports, nous retournerons vers l'ancien Premier ministre pour dire, mais Excellence, vous avez dit que les comptes devaient être rendus publics, vous êtes parti, malheureusement, et celui qui est arrivé nous a dit que lui n'a pas eu, que c'est vous qui l'aurez eu. Vous n'avez pas fait la passation de ça. Ok, nous allons nous interroger si la passation de ça n'a pas été faite. Maintenant, si ils ont eu cette passation, ça veut dire que la tâche revient maintenant au locataire actuel de la primature de nous dire comment l'argent a été géré et comment il a été mobilisé. Donc, d'abord la mobilisation, combien vous avez eu et combien vous l'avez géré, il reste combien. Mais nous avons appris dans nos investigations toujours que il y a bien avant la CAN, il y a plusieurs millions qui sont encore revenus. Et si j'ai bonne mémoire, si j'ai ma tête elle est un peu fraîche tout à l'heure, je pourrais dire jusqu'à hauteur de 800 millions. Qui sont venus près d'1 milliard. Près d'1 milliard. Après qu'ils aient fini la participation de la CAN de 2013 en Afrique du Sud. Où sont ces 800 millions? On n'en sait rien. Donc il faut qu'on nous rende compte. Vous qui avez mobilisé, commission de mobilisation, commission de gestion, ainsi de suite, rendez-nous compte. La commission de supervision a laissé sa place, le responsable a laissé sa place à l'actuel locataire, Kwame Klassou. Rendez-nous compte. C'est pourquoi nous avons dit, la fois dernière où le Togo a été qualifié, on a apprécié. C'est vrai que nous, excusez-moi,
Et le secrétaire Siri va me dire que mais Emmanuel, tu manques de civisme. Du patriotisme. Du patriotisme. Il va dire non, c'est pas ça. Parce que j'ai peur que lorsque nous allons qualifier pour aller à la CAN, qu'on puisse dire oui, augmenter le ciment, augmenter de la bière, augmenter les coûts de téléphone, on va nous prélever augmenter le péage, les augmenter quoi? Lorsque vous voulez aller à la plage, on va commencer à prélever pour que les gens puissent avoir la CAN et revenir. Et après, on oublie, on ne va pas réduire. Alors, Cyril, avant d'aborder le débat sur l'éveil des consciences, vous avez déjà rencontré le Premier ministre Kwame Klassou. Vous l'avez publié sur votre page Facebook. Qu'est-ce que vous en savez? C'est si difficile de rendre compte? Non, pas difficile. Vous savez, nous sommes dans un pays, je pense que nous avons l'obligation de résultat. Et après l'obligation de résultat, de présenter le bilan. C'est ce que Aoumé, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et puis je dis officiellement aujourd'hui sur les médias que j'ai eu également la chance de lire ce rapport. Le rapport de la CAN, je le connais. Après ça veut dire le rapport, il est là. Le rapport, il est là. Alors, où est le problème? Vous savez, le problème se trouve au niveau de celui qui doit publier le rapport. C'est-à-dire? Et je vais vous donner des pistes. Par rapport au rapport concernant... Jusque-là, on sait que c'est Aoumé Jounou qui a supervisé. Qui a supervisé, parce qu'il y a 3 commissions qui ont été instaurées par un décret. La commission de mobilisation des ressources, la commission de supervision qui est gérée par Aoumé, et la commission d'organisation qui était gérée par l'ancien ministre Amouzo. Donc, chaque commission avait une feuille de route. Et ceux qui devaient manipuler l'argent, c'est la commission de mobilisation des ressources. Il faut qu'on soit précis. Alors, cette commission de mobilisation des ressources, lorsque ils sont revenus de la CAN, ils voulaient présenter un rapport de la CAN. Je vous dis en toute âme et conscience, je mets au défi X ou Y qui maîtrise ce sujet. Le Premier ministre Aoumé Jounou a demandé non, c'est bien, venez nous rendre compte sur les médias un rapport. Mais nous aurons souhaité qu'un cabinet audite pour la première fois dans l'histoire du Togo, que oui, après une participation du Togo, voici ce qui a été fait. Et c'est le même mécanisme qui a été mis en place au niveau du ministère de la Santé, où des gens ont été traqués de soldés. Je vous dis que c'est depuis 2013 que ce mécanisme a été mis en place par l'ancien gouvernement, géré par Aoumé Jounou. Alors, lorsque cette commission de mobilisation des ressources a eu les fonds, le cabinet qui a été mandaté, ce cabinet a été mandaté par le ministre des Affaires, le ministre des Finances, l'ancien, Ayassor. Donc c'est à lui que la charge revenait pour mandater un cabinet. Donc, si le cabinet qui a été mandaté, c'est le cabinet de Bito, si le cabinet doit renvoyer le rapport au niveau des ministres des Finances, ce ministre des Finances qui transfère ce rapport au niveau de son Premier ministre, et maintenant que le chef de l'État soit au parfum du document et ce document soit public. Parce que c'est une obligation de rendre public ce document. Et c'est ça l'honnêteté politique ou de la cité, la gestion de la cité. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, le ministre des Finances, l'ancien, n'a jamais remis le document ni à l'ancien Premier ministre, ni au nouveau Premier ministre. Et bizarrement, l'ancienne équipe en mai était en fin de mission, ils ont terminé, ils ont été changés. En août, le successeur de Aoumé, Klassou Selom, l'excellence Klassou Selom, avait sur sa table en août 2015 et le rapport de la CAN et la synthèse. Donc il revient maintenant à qui de rendre public ce rapport. That is the question. Donc à chacun de voir qui doit rendre public ce rapport. Et dans le rapport, c'est bien situé que le chef de l'État a participé à une hauteur de 100 millions pour, une participation citoyenne. C'est le premier Togolais qui aime le football. Il a mis de l'argent. Aoumé Jounou a participé 2 millions. Les 2 sociétés de téléphonie, les 2 opérateurs de Togocel et Move, comblés, ont donné 500 millions dans le rapport. 500 millions. La CAF, après 1 an, a envoyé 300 millions à la commission de mobilisation des fonds. Quoi, il en faut autant pour participer à une CAF? Donc, c'est après 1 an que la CAF a envoyé de l'argent. Et malheureusement, c'était sans trace. Il a fallu, lors des séances publiques, que l'ancien Premier ministre demande où se trouve cet argent, les 300 millions, à cette commission de mobilisation des ressources. C'est là qu'ils ont commencé maintenant à gratter pour dire oui, vous connaissez, quand vous êtes devant le fait accompli, comment assumer. Et ces 300 millions ont été versés au trésor public. Après qu'on a demandé où se trouvent ces 300 millions.
Donc voici un schéma qui se présente et qu'il faut que les acteurs de la société civile que nous sommes, c'est vrai de demander aujourd'hui les comptes, mais de savoir demander quoi, nous désirons quoi comme compte. Bon, là, jusque-là, vous avez fait, c'est vrai, vous avez fait le schéma de comment cela s'est passé, mais ce que beaucoup savent, c'est que c'est le Premier ministre qui a géré, et c'est à lui de faire les comptes. Le Premier ministre avant de partir, il n'avait pas encore le rapport. Je dis, je mets au défi X ou Y qui... Ça, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Non, parce que le rapport, lorsque le cabinet audité, le cabinet qui a audité, c'est lui... Vous parlez du rapport d'audit. Oui, le rapport d'audit qui doit être transféré à l'ancien Premier ministre. Est-ce que c'est tellement difficile que le Premier ministre demande à son ministre des Finances, donne-moi le rapport d'audit? Vous savez, dans le gouvernement, vous voyez, même il y a des secrétaires qui sont puissants que le ministre. Dans le contexte togolais, il y a des secrétaires... Ça, vous voulez dire que Ayassor était tellement puissant je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, mais je vous invite à suivre mon regard. Je n'ai pas dit, je ne le dirai pas que Ayassor est puissant que son Premier ministre. Mais de suivre mon regard, tant que votre Premier ministre vous demande de venir rendre un rapport, vous êtes obligé de rendre le rapport. Si jusqu'à ce que l'ancien parte et le nouveau, c'est en août 2015 que ce rapport se trouve sur sa table, donc il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la structure. Donc ça dépend des responsabilités données. Mais je dis que ce rapport est disponible depuis août 2015 sur la table de Klaasou Selon. Donc il revient maintenant au Premier ministre de rendre public ce rapport pour qu'on sache qui a fait quoi, qu'est-ce qui a été fait, où se trouve de l'argent. Je dis encore qu'il y a deux groupes. Vous savez, dans le rapport, tout a été situé. Et même ceux qui ne voulaient pas répondre présents à la séance, aux auditions, il y a des gens qui ont fait 1 an, ils ont été toujours interpellés de venir présenter. Ils ont fait 1 an avec des arguments où je suis malade, j'ai voyagé. Ils sont là, qui sont des professionnels de la justice. Donc ça veut dire que dans un pays normal, il faut de l'ordre de la justice. Si ceux qui sont censés donner ces prérogatives judiciaires, eux sont le contraire, vous voyez qu'il y a un problème, c'est le désordre. Donc il faut que chacun fasse sa part. Alors, ça veut dire aujourd'hui, si je vous comprends bien, des gens ont bouffé de l'argent, ils font tout pour que le rapport ne soit pas publié. C'est pas qu'ils ont bouffé, c'est-à-dire ils ont dilapidé. C'est-à-dire quand vous prenez le rapport de la CAN, le jour que j'ai eu la chance de lire ce rapport, ben j'avais la chair de poule. Et c'était pas 1 ou 2, 3 millions. Parce que moi, je voyais déjà mes 5 francs prélevés sur la communication par appel. Et que je n'ai pas une preuve de pouvoir dire, mais pourquoi vous n'avez pas utilisé ça à bon escient? Au même moment, ces millions sont dépensés inutilement. Le CHU Toko n'a pas de scanner. La salle 7 de la pédiatrie est dans un état délabré. Les écoles n'ont pas de toit. Il fallait que ça, on peut convertir pour que la relève en bénéficie. C'est mon souhait le plus absolu. On ne peut pas participer, prendre de l'argent, on ne peut pas prendre des millions et jeter à la fenêtre comme ça. Excusez-moi, le Togo n'a pas une machine qui produit de l'argent ou bien qui fabrique de l'argent. Alors Emmanuel, il faut changer. Quand on écoute des choses comme ça, on est quand même révolté, offusqué. Oui, mais ce que j'ai l'habitude de dire, nous présumons bonne foi de nos autorités. C'est vrai que Cyril vient de dire que au moment où le PM était là, il n'avait pas encore vu le rapport. Donc peut-être lorsque les téléspectateurs qui nous suivent, qui nous écoutent, sauront ce qu'il faut faire, quelle analyse ils vont faire désormais, en disant que ce n'est plus de la responsabilité de l'ancien PM, comme je l'ai dit, mais jusqu'à ce que le rapport soit rendu, tout le monde dira que c'est de sa responsabilité, ça c'est clair. Oui, je suis d'accord. Tant que le rapport n'est pas publié, c'est lui qui a supervisé. Heureusement, c'est vraiment heureux. Heureusement que l'ancien étant parti, l'ancien premier étant parti, le nouveau étant là. L'ancien ministre de l'économie et des finances étant parti, le nouveau étant là, le jeu est déjà joué. Donc, s'il y avait entre-temps des problèmes, des super ministres qui ne voulaient pas transmettre de rapport. Donc, heureusement, aujourd'hui, le nouveau qui est là, c'est vrai qu'il avait un portefeuille. Il était obligé avant de venir aux finances. Il ne peut pas se prévaloir être plus puissant que le Premier ministre. Je suppose, parce qu'on est dans un État démocratique et responsable. Donc, ils savent, aujourd'hui, le coup, c'est ce qu'on le dit, ils savent que s'ils ne rendent pas compte pour la CAN, ça, moi, je le dis, je n'ai aucune arme, ok? Je n'ai aucun pouvoir, aucune stratégie, outre que ce que je suis en train de faire par l'entremise de vos micros, hein, pour de vos plateaux, pour le dire, mais on ne fera plus de participation pour la CAN
de 2017. Ben, on aime tellement le football que Non, on se verra obligé. on aime Parce le que si football. Dieu nous a donné le miracle de nous qualifier... Non, le miracle, vous êtes qualifié. Mais j'ai demandé, je disais la fois tout à l'heure que j'ai dit que félicitations pour la qualification des Togolais. Mais je demande aux acteurs de football de se souder. Je demande aux joueurs de se souder pour permettre à ce qu'on ait une bonne participation de l'équipe nationale à la CAN de 2017. Et par ricochet que nous demandons, la Ligue demande au chef de l'État de tout le pouvoir que nous lui avons conféré. Ok, c'est nous, peuple togolais. Nous avons voté pour lui. Oui, c'est nous, peuple togolais, qui lui avons conféré ce pouvoir. D'user de ce pouvoir pour ordonner le plus vite que possible qu'on nous rende les comptes. Qu'on nous rende compte. Parce que je ne crois pas qu'un ministre de l'économie et des finances, qui a peut-être le rapport aujourd'hui, que l'excellent excellent, le premier ministre, un professeur d'université, qui nous a appris comment on doit rendre compte, ainsi de suite, va vouloir refuser qu'on rende compte aux Togolais. S'il y a des problèmes, s'il y a des gens qui ont dilapidé, si on peut utiliser le mot dilapidé, ou bien des gens qui ont fait de prêts dans cet argent, je suppose que c'est un prêt qu'ils ont fait. Oui, on est d'accord. On va leur donner un moratoire pour qu'ils remboursent. Pour qu'ils remboursent. Mais si la justice dit qu'on va les mettre quelque part en attendant qu'ils puissent trouver l'argent pour payer, qu'on nous rende compte. Il ne faut pas que nous trompons en disant à des autorités du corps judiciaire, des gens bien intègres, parce que comme tout à l'heure, lorsque mon ami Cyril parlait, je suivais son regard. Et donc, si des gens de telle posture peuvent pour de tels actes, j'avoue que si le peuple s'en rendait compte, ils n'auront plus confiance en personne. Alors, puisque vous parlez du peuple, Cyril, on va poser cette question-là. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est nous qui contribuons, parce que quoi qu'on dise, que quelqu'un ait donné 100 millions ou 150 millions, c'est l'argent du peuple avant tout. Comment redonner ce pouvoir au peuple de pouvoir contrôler, hein, de pouvoir réclamer, obtenir? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la CAN de 2013. Nous sommes en 2016. Si je sais faire bien les calculs, ça fait 3 ans quand même. On va participer bientôt à une CAN. On va encore prélever de l'argent à notre insu parce que dès qu'on s'achète une petite bière, on a déjà payé. Dès qu'on appelle quelqu'un au téléphone, on a déjà payé. Est-ce que vous pensez que les gens ont réellement le pouvoir ou nous avons ce pouvoir et c'est nous qui ne l'utilisons pas? Nous avons ce pouvoir, mais c'est que nous ne savons pas l'utiliser. Nous l'avons utilisé pour des fins politiques. Vous savez, et c'est là que je reproche souvent à la société civile. C'est le rôle même de veilleur de conscience au niveau qui est assigné à la société civile. Ne mélangeons pas et la politique à nos actes. Il faut que nous soyons neutres dans l'objectivité. Il faut que nous soyons objectifs. Alors, le pouvoir qui revient maintenant, c'est que la société civile doit s'intéresser à la gestion de la cité. Vous prenez par exemple... Ça, c'est de la politique. Hein. C'est pas de la politique. Vous savez, je vous donne un exemple très simple. Et ça me fait souvent rire. C'est en avril. La brasserie Bébé. Je le dis parce que je veux être honnête devant le peuple. La brasserie Bébé a diminué les prix. La bouteille, la grande bouteille. Les Yuki. Les Yuki, les produits Yuki. Excusez-moi, les produits Yuki. Les gammes Yuki. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que les revendeurs ont diminué? Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore diminué. C'est-à-dire, la majorité, c'est pas qu'il y en a beaucoup, il n'y a personne qui a diminué. Et quand vous interpellez les responsables de la brasserie, on dit, ça revient aux consommateurs de réagir. Que lorsque nous allons pour étancher nos soifs, il faut dire non, je ne paye pas. Malheureusement que la boisson est ouverte avant que vous allez partir, vous crier derrière vous voleurs. Donc ça veut dire qu'il faut que le peuple se réveille, sache vraiment que ce qui a été fait, c'est parce qu'on ne s'informe pas, on ne se documente pas, on ne cherche pas à savoir ce qui se fait, on dit non, ça ne me regarde pas, vous savez, c'est le Togo. Le Togo est à nous tous. Le Togo est à nous tous, donc il revient à chaque Togolais de jouer le rôle de gendarme derrière son prochain. C'est ça qui a fait aujourd'hui que l'Allemagne est une puissance. C'est ça qui a fait aujourd'hui les États-Unis. Des personnes âgées en Allemagne sont assises sur la terrasse en train de regarder l'autre ce qu'il est en train de faire et rendre compte. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Il faut que nous soyons gendarmes. C'est pas parce que mon ami Emmanuel, il est responsable au niveau de la Ligue et si il n'est pas dans les normes que je ne vais pas le dénoncer ou bien le ramener sur les rails. En le dénonçant, c'est de lui proposer comment l'appelle-t-on, des issues. Au même moment, nous qui défendons le droit de tous les Togolais, des consommateurs, nous sommes imbibés où nous dépendons de ces structures qui sont en train de marginaliser ces droits. Vous voyez au niveau du comité de décision dans ces structures,
les responsables des défenseurs des consommateurs sont dans ces comités. Et au pire des cas, demandent encore, demandent qu'on les donne ne serait-ce qu'un moyen de déplacement. Ça c'est un. Ces structures financent. Vous pensez que déjà qu'on vous remet ceci, vous allez encore demander, crier qu'on améliore les conditions? Le gouvernement, dans les coulisses, on demande. Cette manne a été supprimée par le gouvernement. Moi, je félicite vraiment qu'aujourd'hui le gouvernement s'abstient de financer ces associations qui défendent le droit des consommateurs. Ça a été suspendu. Et j'ai une décharge de cette forme-là, que le gouvernement il demandait ou adressait des courriers pour que le gouvernement soutienne. Et vous pensez que quand le gouvernement vous finance, ces défenseurs ou bien ces associations peuvent revenir encore dire non, ce que le gouvernement fait, c'est pas bon? Ils seront obligés de rester dans les coulisses pour dire ah on observe. Hein. Non mais là c'est ça, c'est un autre débat parce que je vous donne un exemple, les partis politiques d'opposition sont financés mais ça ne les empêche pas de faire le travail. La politique, c'est pour cela j'ai bien dit que la politique reste aux politiciens, nos rôles restent à nous est assigné. Vous savez, le politicien lui c'est son intérêt. Comment aspirer à arriver au niveau de la présidence et le pouvoir. Et nous avons, par exemple, au niveau de l'opposition, une opposition qui n'a pas un schéma de sortie de crise. Vous savez, dans d'autres pays, dans les pays voisins, quand l'opposition s'intéresse, tout récemment, Jean-Pierre Fabre, il s'intéressait à la gestion de la cité. Il a envoyé des courriers qui sont laissés lettres mortes jusqu'à présent. Mais c'est déjà un rôle. Il est d'abord en tant que chef de file de l'opposition, mais il est citoyen togolais. Il n'a pas adressé cette lettre à la République ghanéenne. C'est à la République togolaise, aux institutions de notre public. Donc ça veut dire que nous avons tous un rôle à jouer. Et surtout, d'amener chacun à savoir que c'est une continuité. Et nous avons un devoir de rendre public ce que nous faisons, de faire un bilan, de situer le peuple par rapport à cette responsabilité. Donc, le peuple aussi doit être là à demander, dites-moi ce que vous faites avec nos fonds. Alors, je vais dire quelque chose à propos de ce que Cyril vient de dire. Pour ce qui concerne l'appui des associations de consommateurs, la manière dont tu viens de l'écrire, cette forme, on peut la bannir. Okay? Oui. Cette forme d'appui aux associations de consommateurs n'est pas la bonne. Dans certains pays, comme Sam vient de donner un exemple, c'est un appui institutionnel qui est dit par la loi. Et donc, ça veut dire que tu prends l'argent, tu ne prends pas l'argent, tu dois faire un travail et tu n'as pas besoin d'avoir peur à qui que ce soit. Au Bénin, et en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun. Et certaines associations de consommateurs sont tellement très solides parce qu'ils ont un appui de leur pays, de leur État, de leur gouvernement. Par contre, au Togo, on ne le fait pas. Donc si dans le passé, des gens sont passés par ces moyens, ils ont eu des appuis et ils n'arrivent pas, et vous supposez que nous n'arrivons pas à faire bien le travail, ça veut dire que c'est cette forme-là qu'il faut bannir, mais dire au gouvernement, à l'image de la presse qui est financée. Mais à combien ça? Non, oui, je suis d'accord. Je demande toujours qu'on puisse améliorer cette enveloppe, l'aide à la presse, parce que les conditions dans lesquelles les journalistes partenaires que vous avez de vous travailler, ça nous fait énormément comment on appelle mal, de telle sorte que nous ne pouvons que encourager qu'on puisse augmenter l'enveloppe. Mais c'est vrai que ça soit une aide à l'image de ce qu'on fait à la presse, de ce qu'on fait aux politiciens. C'est que le travail que les politiciens font, eux, ils ont un objectif, je vais aller au pouvoir. Le travail que nous faisons, nous voulons un objectif, que tout le monde soit au même pied d'égalité que nous. Que ce que j'achète de bonne qualité, que Cyril puisse l'acheter de bonne qualité. Mais par contre, moi, je ne suis pas accompagné. Vous voyez l'injustice. Un déficit. Et si, par exemple, vous n'êtes pas accompagné, et si une fondation externe qui est financée par une entreprise qui déverse des déchets au Togo, par exemple, toi tu veux le faire, l'entreprise va vous dire, monsieur le président de la Ligue des conseils du Togo, nous ne sommes pas sur cette ligne-là, il n'y a pas ça dans notre ligne, tu ne dois pas intervenir sur là. Si tu fais, nous risquons de couper notre partenariat. Donc, ce qui fait qu'en principe, les associations de consommateurs dans les pays européens, ce sont des organisations sous-régionales qui les appuient. Par exemple, au niveau de l'Afrique, ça peut être la CEDEAO qui nous appuie, ça peut être l'UEMOA qui nous appuie, et ça doit être nos États qui nous appuient. En ce moment, si on nous donne un budget pour l'année en cours, les en cours, on se rend compte que le bureau de la Ligue, ils sont déchirés sur le budget, ainsi de suite. Il y a un audit qui est fait.
vous rembourser. Alors, moi, je reviens encore à la question. Aujourd'hui, par exemple, quand un parti politique, je prends l'exemple de l'ANC, appelle les gens à manifester, vous voyez des gens sortir dans la rue. Alors que les questions que posent les consommateurs, ça touche au premier plan, soit à la vie humaine, soit à la santé publique, mais les gens ne semblent pas très intéressés. Comment les intéresser à ça? Les intéresser à ça amène d'abord les leaders d'opinion, les leaders des partis politiques, chaque acteur qui a cette vision, d'abord de proposer la vision du Togo. Vous savez, à un moment donné, nous avons eu une vision, la vision 2030. On ne sait plus ce qu'elle est devenue maintenant. Alors, on ne peut pas se réveiller le professeur est parti le matin avec les humeurs et diriger un pays. C'est inadmissible. Il faut avoir une vision. Dans 5 ans, dans 20 ans, ceux qui marchent doivent être en mesure de protéger l'environnement. Après un meeting, peu importe les partis politiques, y compris ceux qui sont au pouvoir, ceux de l'opposition, les partis indépendants, vos militants, vous devez les amener à comprendre que l'environnement, il faut protéger cet environnement. Donc après les meetings, après les rassemblements, il faut rendre compte. Après un événement d'un parti politique, je vous invite à faire un tour. Oui, nous voyons tout le temps. Donc ça veut dire qu'il y a une éducation que nos leaders doivent donner. Et cette éducation doit d'abord commencer à partir de nos leaders. Qu'est-ce que nous désirons? En donnant ce mot d'ordre à la jeunesse, parce que le Togolais également, ou la jeunesse togolaise plutôt, excusez-moi, aime suivre. Parce que l'autre affaire, j'ai vu Emmanuel habillé avec une casquette. Demain, on me voit aussi avec une casquette. Mais il ne sait pas le but principal parce qu'il a porté cette casquette. Est-ce que vous êtes en train de dire que, par exemple, sur les questions qui touchent les consommateurs, les partis politiques doivent être aussi des relais? Les partis politiques ne doivent pas être des... parce que ça risque de politiser la question. Vous savez, la stratégie, elle est comment? Les partis politiques ne doivent pas prendre... Eux sont dans la conquête du pouvoir. Dans la conquête du pouvoir, mais ne doivent pas être au devant de la scène ou derrière en train de manipuler, c'est le mot même ça, manipuler les consommateurs. Mais là, jusque les consommateurs eux-mêmes ne semblent pas encore très éveillés, très éveillés sur leurs droits. Comment éveiller leur conscience? Par exemple, quand on dit que des produits de mauvaise qualité sont déversés, que tout le monde devienne gendarme pour qu'on arrête rapidement. D'abord, le premier rôle, c'est le rôle qui revient à la société civile. Nous, les journalistes, et la société civile. Nous, le fait, on ne peut que crier. Oui, quand on crie, mais vous savez, quand on crie, il y a également une autre couche qui a quelque part qui contre-attaque. Vous avez vu le cas de l'Areoga, où quand les journalistes sont interpellés, c'est une interpellation, moi je dis c'est une forme interpellative, c'est pas une dénonciation. Si on dit l'Areoga coule, c'est normal. On a un bâtiment chez nous à la maison, dans nos maisons, ça coule souvent. On ne peut pas dire non. Mais quand au même moment, d'autres journalistes se permettent d'aller sur les médias et crier que ce que l'autre est en train de dire, c'est une erreur. Et c'est après 5 jours qu'on vient nous informer. Donc ça veut dire que nous-mêmes, on ne sait pas où on va. On est dans un bateau. Le capitaine, à bord, il dit, il nous conduit. Mais lui regarde derrière. Lui, il est en train de le revoir derrière. Donc tout le monde est content, dit, on avance. C'est ça aussi qu'il faut poser comme problème. Donc les partis politiques jouent leur rôle, c'est-à-dire c'est la conquête du pouvoir. Mais doivent savoir quelle population nous devons avoir lorsque nous serons au pouvoir. C'est pour cela, quand on parle de la politique, je rentre dans le domaine de la politique, je n'aime pas trop, ça ne m'intéresse pas, mais c'est de réveiller nos acteurs politiques, les citoyens, la jeunesse, qu'on n'aime pas en politique parce qu'il faut rentrer en politique. Parce qu'on a une idéologie politique, on a des programmes de société, on a un projet, on a des programmes de gouvernement et on a un projet de société. Non, ça veut dire, ce programme de société, ces projets de société, ces programmes de gouvernement doivent commencer dès la base. Et c'est cette base qu'il faut permettre à cette base de aujourd'hui, les questions politiques mobilisent plus quand on demande les réformes politiques et tout ça. Moi, ça ne change rien sur ma santé. Les réformes politiques ne vont pas amener un scanner dans l'hôpital. Mais ces genres de questions où, par exemple, on demande que nos hôpitaux publics soient équipés en scanner, qu'il y ait, par exemple, des questions de santé publique, les gens sont désintéressés. Oui, ce que je veux dire à la suite de ce que Cyril vient de dire, au fait, les politiciens doivent avoir leur stratégie, leur politique. Mais eux, ils sont dans la conquête du pouvoir. Tout ce qu'ils font, c'est pour arriver, c'est pour arracher le fauteuil à quelqu'un qui s'assoit dessus. Lorsqu'ils ont leurs documents stratégiques, ou bien politique, je ne sais pas, j'ai oublié le terme politique qui désigne. Les programmes de société. Programmes de société, très bien, programmes de société. Lorsque Emmanuel vient à LCT, il va organiser quelque chose pour dire, nous voulons que dans les hôpitaux, qu'on puisse désormais réduire les frais de consultation. Ok.
Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Si nous regardons quelque chose comme ça, le parti œil va dire, vu le programme de société de notre parti, à tel article, tant, qui dit que nous allons lutter pour que les Togolais aient une bonne santé, ainsi de suite, que nous soutenons telle lutte. Ok? C'est sur la base de son document qu'il a rendu public que ce parti politique-là pense que ce que nous sommes en train de faire, ça intéresse également à ses militants. En ce moment, ils peuvent nous soutenir. Mais s'ils pensent que Emmanuel est un leader politique d'opinion, et qu'il pourrait nous être utile, ok, et pour les conquêtes électoralistes, par conséquent, nous allons nous intéresser à tout ce qui fait comme action. Ça veut dire qu'ils veulent nous récupérer, ok, et nous manipuler. Et en ce moment, en tant que quelqu'un qui sait ce que nous voulons, nous ne devons pas tomber dans ce jeu. Mais nous pouvons partager tout à fait leur prise de position politique. Parce qu'avant toute chose, nous sommes des êtres politiques, comme les philosophes. C'est un animal politique. C'est un animal politique. Donc, par conséquent, on peut avoir les mêmes positions. Mais nous, on ne le brandit pas pour la lutte, mais sur la base des documents écrits, ainsi de suite. C'est sur ça que nous agissons. C'est pourquoi, pour faire une action, on se base toujours sur leurs propres tests, leurs propres décrets, leurs propres déclarations. Parce que c'est pourquoi, toutefois que nous disons que nous avons bon nous faire ce qu'ils disent. Vous savez, parce que le chef de l'État dit ceci, c'est pourquoi nous demandons ceci. Tel ministre a dit ceci, c'est pourquoi nous demandons ceci. Si nous n'avons pas dit, ben nous chercherons ailleurs. L'affaire de Tilapia. L'affaire de Tilapia, lorsqu'on a commencé à en parler, aujourd'hui, lorsque vous passez un peu partout à Lomé, les gens diront qu'ils ont une fois appris qu'on a interdit de manger Tilapia. Il y a son consommateur. Ça veut dire que le fait que nous, associations de consommateurs, nous continuons toujours cette lutte, ça pourrait éveiller la conscience. Parce qu'ils doivent s'intéresser. S'ils ne veulent pas. La toute dernière fois, j'étais au village, et dans un week-end, récemment, j'ai discuté avec quelqu'un, je dis, mais les tomates actuellement, il y a trop d'engrais, on utilise des produits chimiques un peu partout. Et il y a ces résidus-là qui nous tuent. Et la dame me dit, mais monsieur, comment vous ne voulez pas que nous consommons ce que nous produisons? Il dit, je suis d'accord qu'on consomme ce que nous produisons. Parce qu'on le dit en matière de consumérisme que le moyen le plus sûr de consommer ce qui est de qualité, c'est de consommer ce qu'on connaît la source. Ce dont tu connais la source. Bon. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont véreux et qui font de n'importe quoi. Ils achètent, ils produisent aujourd'hui et demain. Et ils savent que dans 8 jours, ils vont produire, ils vont récolter pour vendre. Ils mettent des engrais, des produits chimiques et qui vont rester dans ces produits qui nous tuent énormément en longueur de journée, petit à petit. Donc ça veut dire que les Togolais que nous sommes, les Togolais qui nous regardent actuellement à travers vos écrans, doivent savoir qu'ils ont une certaine responsabilité. Celle de nous écouter et de faire tout et tout pour que ce que nous leur recommandons, qu'ils puissent suivre. Parce qu'il ne faut pas que les gens disent après, nous on dit, ils disent qu'ils ne nous écoutent pas. Après ils disent, ils sont où, les consommateurs sont où. Alors qu'on a alerté. Nous, notre travail, c'est le travail de veille citoyen. En tout cas, nous aurons le temps, malheureusement, le temps qui nous est imparti est parti, est épuisé. Nous avons même pris quelques minutes de plus. Emmanuel Sogadi, président de la Ligue des consommateurs du Togo, et Cyril Amétépé, promoteur du civisme et de la citoyenneté. Merci d'être passé dans un œil sur l'actualité. Merci, c'est un plaisir pour vous. Merci à vous également de nous avoir suivis via le www.lcftogo.com à l'international. Je vous retrouve le dimanche prochain pour un autre débat.